La pensée straight de Monique Wettig aux éditions Amsterdam. Édition 2018. Partie 4 à propos du contrat social. J'entreprends une tâche difficile. Il s'agit de réévaluer la notion de contrat social en tant que notion de philosophie politique. C'est une notion née avec le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est également le titre d'un livre de Rousseau, du contrat social ou principe du droit politique. Plus tard, Marx et Engels se sont élevés contre le concept de contrat social parce qu'il est en opposition avec la nécessité de la lutte des classes. Historiquement, c'était une idée dépassée qui ne concernait pas le prolétariat. Dans l'idéologie allemande, il est clair que, pour Marx et Engels, la lutte prolétarienne, en fonction de ses relations à la production et au travail, ne peut confronter l'ordre social qu'en masse. Selon eux, le terme contrat social, dans la mesure où il implique une idée de choix individuel et d'association volontaire, peut s'appliquer aux serfs. En effet, durant plusieurs siècles, ils se sont libérés un par un, fuyant la terre à laquelle ils étaient attachés. Et c'est aussi un par un que les serfs se sont associés pour former des villes, d'où le nom de bourgeois, qui leur a été donné plus tard, c'est-à-dire les gens qui ont créé un bourg. Ici, Monique Wettig cite Colette Guillaumin dans Pratique du pouvoir et idées de nature, grand 2, dans Questions féministes numéro 3, mai 1978, reprise dans Sexe, race et pratique du pouvoir. Serfs fugitifs et artisans sont à l'origine, dans les regroupements urbains du Moyen-Âge, du mouvement des communes qui développait une solidarité anti-féodale, nécessaire pour résister aux essais de reprise ou de mainmise des féodaux sur les individus qui tentaient de prendre leur liberté. J'ai toujours pensé que les femmes, en tant que groupe social, présentent une structure assez semblable à la classe des serfs, corvéables comme eux et, comme eux, attachées à ce qu'on peut comparer à la terre. La famille, là où une chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Je constate, à présent, qu'elles ne peuvent s'arracher à l'ordre hétérosexuel qu'en le fuyant une par une. C'est ce qui explique mon intérêt pour une notion telle que le contrat social, une notion pré-industrielle. En effet, la structure de notre classe tout entière, en termes mondiaux, est par essence féodale, et maintient côte à côte, et dans les mêmes personnes, des formes de production et d'exploitation qui sont à la fois capitalistes et pré-capitalistes. C'est l'un des aspects de ma tâche en termes élargis. Un autre aspect de mon travail concerne le langage, car pour un écrivain, le langage se présente comme un matériau très concret, auquel on peut s'accrocher. Mais dans sa forme sociale, achevée, le langage est aussi le premier contrat social, permanent, définitif, car le premier accord entre les êtres humains, ce qui fait d'eux des êtres humains et des êtres sociaux, c'est le langage. L'histoire de la tour de Babel est un parfait exemple de ce qui se passe quand l'accord se dissout. Pour avoir employé le terme contrat hétérosexuel plusieurs fois dans mes précédents essais, et en même temps qu'avoir parlé du contrat social en tant qu'hétérosexuel, je me sens tenu de réfléchir sur cette notion de contrat social. Pourquoi cette notion a-t-elle quelque chose d'irrésistible pour moi, alors même qu'elle semble avoir été abandonnée par la science moderne et par l'histoire? Pourquoi réverbère-t-elle ici et maintenant loin de son momentum initial? Pourquoi ai-je en même temps souligné avec véhémence la nécessité de détruire le contrat social hétérosexuel? La question générale du contrat social est un problème philosophique toujours actuel dans la mesure où elle comprend toutes les activités humaines, les relations, la pensée, tant que l'homme qui est né libre est partout dans les fers. Citation de Rousseau. La promesse du contrat social de s'accomplir pour le bien de tous et de chacun ne s'est pas accomplie historiquement. Elle garde donc sa dimension d'utopie. Voici en quelques lignes le dessin minimal que Rousseau donne du contrat social. Ouvrez les guillemets. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Ce n'est pas sous ce contrat idéal que nous vivons, mais sous un contrat bâtard qui ne dit pas son nom. C'est de ce dernier qu'il est question ici. C'est celui que j'interroge avec celui de Rousseau en filigrane. Dans son aspect général, il concerne tous les humains. Mais quand je dis qu'il faut rompre le contrat hétérosexuel, en tant que tel, je désigne le groupe humain, femme. Je n'entends pourtant pas par là qu'il faut rompre le contrat social en tant que tel, car ce serait absurde. Ce qui doit être rompu, c'est bien le contrat d'hétérosexualité, qui fait aussi, sans doute, partie implicitement du contrat idéal de Rousseau. Si j'examine ce qu'un contrat bien établi peut accomplir pour nous, je dois d'abord examiner
les conditions historiques et les conflits, qui peuvent nous permettre de mettre fin aux obligations qui nous garrottent sans notre consentement, puisque nous ne jouissons pas de réciprocité. L'ensemble des relations entre les sexes, en soi un délinéateur très précis du dessin général de la société, contient et donne forme au contrat social tel qu'il existe, car il en existe bien un, même si ce n'est pas celui dont Rousseau rêvait. Il y a donc bien des raisons historiques, aussi bien que philosophiques, pour s'intéresser à ce que Rousseau voulait dire, qui tient aux structures des groupes de sexe et à leur situation spécifique dans toutes les relations sociales de production et de commerce individuel. La notion de contrat social a été précédée par les réflexions de Hobbes et de Locke, des philosophes anglais du XVIIe siècle, avec la désintégration des théocraties comme seule forme d'État possible, avec la remise en question de Dieu comme pourvoyeur de toute autorité. Les philosophes parlaient de la formation de la société en termes de pacte social, de convention. Et ce faisant, ils se référaient à une sorte de pacte premier qui aurait eu pour fonction de lier les gens entre eux. Mais dans leur conception, aucune forme de société ne peut échapper à ce principe fondateur que le droit, c'est la force. C'était bien l'avis d'Aristote quand, dans La Politique, il décrit comment doit se constituer l'État. Pour lui, établir une société n'exigeait pas l'accord de ses membres, ni leurs biens. Il y fallait un coup de force, une imposition sur ceux qui ne pensent pas. En général, les costauds, en ces termes. On cite « Essentielle est la combinaison entre gouvernants et gouvernés, la raison de leur union étant leur mutuelle sécurité. Car celui qui peut par son intelligence prévoir les choses nécessaires est par nature un gouvernant et un maître, tandis que celui dont la force physique ne lui permet pas de les accomplir est par nature un esclave, un de ceux qui sont gouvernés. Ainsi il y a un intérêt commun qui unit le maître et l'esclave. » On reprend. Voilà ce que Rousseau appellerait une agrégation, et pas une association. Rousseau est le premier philosophe à ne pas considérer comme chose nécessaire à la bonne marche d'une société qu'elle s'appuie sur la raison du plus fort. Rien n'est plus plaisant que ses sarcasmes sur le droit du plus fort qu'il décrit comme une contradiction en ces termes. On cite « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme pas sa force en droit et obéissance en devoir. De là le droit du plus fort, droit pris ironiquement en apparence et réellement établi en principe. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. C'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir? Sitôt que c'est la force qui fait le droit, les faits changent avec la cause. Or, qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse? S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir, et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la force, il ne signifie rien du tout. Pour en revenir au groupe femmes, leur situation historique vaut bien de réfléchir sur ce qui affecte leur existence sans leur consentement. Je paraphrase encore Rousseau. Je ne suis pas un prince, je ne suis pas un législateur, mais un membre actif de la société. Je considère qu'il est de mon devoir d'examiner la série de règles, d'obligations et de contraintes que cette société m'a imposées. Et si les règles, les contraintes et les obligations me garantissent une liberté que je ne trouverai pas dans la nature. Ou bien, si ce n'est pas le cas, de dire avec Rousseau que la société nous a bernés en ces termes. 2 points. Je fais avec toi une convention tout à ta charge et tout à mon profit, que j'observerai tant qu'il me plaira et que tu observeras tant qu'il me plaira. Mais qu'on le veuille ou non, on vit en société ici et maintenant. D'après Rousseau, le lien social est une somme de conventions fondamentales qui, même si elles n'ont jamais été énoncées, sont néanmoins impliquées par le fait de vivre en société. Et nous les connaissons tous, ces règles. Le mot hétérosexualité les résume. Chacun les connaît et les applique comme par magie. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre de choses que l'on doit faire. Tout le monde, les scientifiques et le public en général. Être homme, être une femme, se marier dans ce cas-là, faire des enfants, les élever. Surtout pour les femmes, ces règles et ces conventions rendent la vie possible comme on doit respirer pour vivre. En fait, les conventions sociales et le langage font apparaître avec une ligne pointillée le corps du contrat social désignant ainsi l'hétérosexualité. Pour moi, les deux termes du contrat social et d'hétérosexualité sont superposables. Ce sont deux notions qui coïncident. Et vivre en société, c'est vivre en hétérosexualité. Quand je pose le terme hétérosexualité, je me trouve en face d'un objet non existant, un fétiche, une forme idéologique massive qu'on ne peut pas saisir dans sa réalité, sauf dans ses effets,
et dont l'existence réside dans l'esprit des gens d'une façon qui affecte leur vie tout entière, la façon dont ils agissent, leur manière de bouger, leur mode de pensée. Donc j'ai affaire à un objet, à la fois réel et imaginaire. Quand j'essaie d'observer la ligne pointillée qui dessine le corps du contrat social, cette ligne bouge, se déplace. Parfois, elle montre quelque chose de visible et parfois, elle disparaît entièrement. Elle ressemble au ruban de Mobius. À présent, je vois ceci, et à présent, je vois quelque chose de totalement différent. Mais ce ruban de Mobius est truqué, car un seul des effets d'optique apparaît de façon précise et régulièrement, c'est l'hétérosexualité. L'homosexualité n'apparaît que de façon fantomatique, sporadique, faiblement et parfois pas du tout. À ce point de mon raisonnement, l'hétérosexualité recouvre complètement la notion de contrat social. Mais qu'est-ce que l'hétérosexualité ? En tant que mot, il n'a pas existé avant qu'on parle d'homosexualité au début du XXe siècle, et en Allemagne à la fin du XIXe siècle. Il n'a existé qu'en contrepartie. L'hétérosexualité allait tellement de soi qu'elle n'avait pas de nom. C'était la norme sociale. C'est le contrat social. C'est un régime politique. Des juristes ne l'appelleraient pas une institution, ou pour le dire autrement, l'hétérosexualité en tant qu'institution n'a pas d'existence juridique. Les anthropologues, les ethnologues, les sociologues l'aperçoivent peut-être comme une institution, mais une institution dont on ne parle pas, sur laquelle on n'écrit pas, car il y a un présupposé, un déjà là, du social d'avant le social. L'existence de deux. Pourquoi deux ? Groupes artificiellement distincts, les hommes et les femmes. Les hommes entrent dans l'ordre social comme des titres déjà socialisés. Les femmes restent des titres naturels. C'est ainsi que Lévi-Strauss agit avec ses fameuses théories, en particulier celle de l'échange des femmes. Il pense qu'il a affaire à des systèmes invariants. Lévi-Strauss et tous les scientistes qui ne voient pas le problème que je soulève, bien entendu, n'utiliseraient pas le terme de contrat social. C'est en effet beaucoup plus simple de s'en tenir au statu quo, c'est-à-dire à un régime politique qui ne peut pas changer. C'est ainsi qu'on a affaire dans la littérature anthropologique à des foules de pères, mères, sœurs, frères, grand-mères, grands-pères, belles-mères, beaux-pères, beaux-frères, belles-sœurs, belles-filles, beaux-fils, fils, filles, tantes, oncles, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, neveux, nièces, grand-oncle, grande-tante, et cela ne représente pas tout, loin de là. Est-il pensable qu'on ne soit rien si on n'appartient pas à cette armée ? Et ces relations sont étudiées comme si elles étaient là pour durer. Aristote était beaucoup plus cynique quand il déclarait dans La politique que les choses doivent être ainsi pour constituer un État. On cite : « Le premier principe est que ceux qui sont inefficaces l'un sans l'autre doivent être réunis dans une paire. Par exemple, l'union mâle-femelle. » Fin de citation. Il est à remarquer que le deuxième exemple de ceux qui doivent être réunis dans une paire se trouve correspondre à gouvernant-gouverné. C'est peut-être depuis ce temps-là que mâle-femelle, soit la relation hétérosexuelle, a servi de paramètre à toutes les relations hiérarchiques. Ici, il est clair qu'on a affaire à un régime politique pensé, prévu, calculé. Je retourne à présent à Lévi-Strauss, parce que je ne vais pas laisser passer ainsi son idée de l'échange des femmes, qui lui a déjà valu l'attention d'éminentes théoriciennes féministes. Et ce n'est pas par hasard, puisque sa théorie révèle, avec beaucoup de clarté, toute l'intrigue, toute la conspiration des pères, frères, maris contre la moitié de l'humanité. Pour les maîtres modernes, les esclaves masculins, car il en reste, ne sont pas d'une utilité aussi permanente que les femmes. Les femmes sont toujours à portée de main. Elles sont, si j'en crois Lévi-Strauss, ce qui rend la vie digne d'être vécue. Aristote a dit, d'une façon assez comparable, qu'elles sont là pour faire de la vie une bonne vie, entre guillemets. Quand Lévi-Strauss a décrit le processus de l'échange des femmes et comment il fonctionne, il a dessiné pour nous le contrat social à grands traits. Mais en vérité, un contrat social dont les femmes sont exclues, un contrat social entre les hommes. Car chaque fois qu'il y a échange, il y a entre les hommes la confirmation d'un contrat d'appropriation de toutes les femmes. Lévi-Strauss répond aux accusations d'antiféminisme, comme Freud dans le passé, par sa propre théorie. Et bien qu'il concède que les femmes ne peuvent pas totalement se confondre avec les signes du langage, car elles parlent, auxquels il les compare en termes d'échange avec la totale approbation de Jacobson, pourquoi s'inquiéterait-il de l'effet de choc que sa théorie peut avoir sur les femmes ? Pas plus qu'Aristote n'a dû se soucier de l'effet de sa théorie sur les esclaves quand il a défini la nécessité de l'esclave dans l'État. Car après tout, un esprit scientifique ne peut pas se sentir timide ou embarrassé quand il a affaire à la réalité crue. Et il s'agit bien ici d'une réalité crue.
Adrienne Rich a déclaré que l'hétérosexualité est obligatoire pour les femmes. Et elle a marqué un grand pas vers la compréhension de la sorte de contrat social auquel actuellement nous avons affaire. Nicole Claude Mathieu, dans Quand céder n'est pas consentir, un essai remarquable sur la conscience dominée, a montré que même dans le silence, on ne peut pas lire un consentement. Elle rejoint Rousseau pour de nombreuses remarques qu'il a faites sur l'idée que céder à la force, c'est le faire de force mais non de gré. Chez Rousseau, la compréhension que le contrat social est toujours présent, toujours à faire, tant que les contractants ne sont pas satisfaits, est stimulante. C'est alors qu'on a affaire à une notion instrumentale, et qu'on sait que le contrat social se pliera à notre action, à nos mots. Le refaire à la Rousseau, c'est rompre avec le contrat social hétérosexuel, former par exemple des associations volontaires. Historiquement, nous le faisons déjà. Les lesbiennes sont des femmes marronnes, des échappées en partie de leur classe. Les femmes mariées qui se sauvent sont dans le même cas. Et il y en a dans tous les pays car le régime politique de l'hétérosexualité représente toutes les cultures et toutes les politiques. De sorte que rompre le contrat social en tant qu'il est hétérosexuel, c'est une nécessité pour qui n'y consent pas. Fin de la partie 4 et début de la partie 5. Homo sum. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Terence, le bourreau de soi-même, dans Otontiméroménos, grand 1, 25. On se fait tous une idée abstraite de ce qu'être humain veut dire, même si ce que nous voulons dire par humain est toujours de l'ordre du potentiel, du possible, et n'a pas encore été réalisé. En effet, malgré toute sa prétention à l'universel, ce qui a été considéré jusqu'à maintenant comme humain, dans notre philosophie occidentale, ne concerne qu'une minorité de personnes. Les hommes blancs, les propriétaires des moyens de production, ainsi que les philosophes qui, depuis toujours, théorisent leur point de vue comme étant absolument le seul possible. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous considérons le potentiel et le virtuel de l'humain, abstraitement, d'un point de vue philosophique, nous avons besoin pour y voir clair de le faire à partir d'un point de vue oblique. Ainsi donc, être une lesbienne, se tenir aux avant-postes de l'humain ou de l'humanité représente historiquement, et paradoxalement, le point de vue le plus humain. L'idée selon laquelle on peut critiquer et modifier la pensée et les structures de la société en général à partir d'un point de vue extrême n'est pas une idée nouvelle. Nous la devons à Robespierre et à Saint-Just. Dans l'idéologie allemande, Marx et Engels ont prolongé cette idée en soutenant que les groupes les plus radicaux sont dans la nécessité d'affirmer leur point de vue et leurs intérêts en les présentant comme étant généraux et universels. Une position qui concerne à la fois les points de vue pratiques et philosophiques, soit politiques. Que les lesbiennes le sachent ou non, leur situation, ici et maintenant dans notre société, est philosophiquement, soit politiquement, au-delà des catégories de sexe. Pratiquement, elles sont des transfuges de leur propre classe, la classe des femmes, même si ce n'est que de façon partielle et précaire. C'est à partir de cette situation, culturelle et pratique, qui est à la fois extrêmement vulnérable et cruciale, que je vais poser la question de la dialectique. Il y a d'un côté le monde entier, avec son affirmation massive de l'hétérosexualité comme ce qui doit être, et de l'autre côté, il n'y a que la faible, la fugitive, la quelquefois éclairante et saisissante vision de l'hétérosexualité comme piège, comme régime politique forcé. Il est possible d'y échapper, c'est un fait. Pendant plus d'un siècle, notre pensée politique a été formée par la dialectique. Ceux d'entre nous qui ont découvert la pensée dialectique dans sa forme la plus moderne, celle de Marx et Engels, qui a produit la théorie de la lutte des classes, ont dû, pour en comprendre les mécanismes, se référer à Hegel. En particulier, s'ils avaient besoin de comprendre le renversement qu'ont infligé Marx et Engels à la dialectique hegelienne. C'est-à-dire, en bref, une dynamisation des catégories essentialistes de Hegel, un dépassement de la métaphysique vers la politique, pour montrer que, dans le domaine politique et social, les notions métaphysiques devaient être interprétées en termes de conflits, et non plus en termes d'opposition essentielle, et pour montrer que les conflits pouvaient être surmontés et les catégories d'opposition réconciliées. Une remarque ici. En résumant toutes les oppositions sociales en termes de lutte des classes, et de lutte des classes seulement, Marx et Engels ont réduit tous les conflits à deux termes. Il s'agit là d'une opération de réduction, qui a fait l'économie de toute une série de conflits qui pouvaient être rangés sous l'appellation marxiste d'anachronisme du capital. Le racisme, l'antisémitisme et le sexisme ont été mis hors champ par la réduction marxiste. Et pourtant, la théorie du conflit à laquelle ces anachronismes ont donné naissance pourrait être décrite comme un paradigme d'oppression transversale à toutes les classes marxistes.
Ces anachronismes ne pouvaient pas faire l'objet d'une interprétation exclusivement économique, c'est-à-dire en termes de stricte appropriation de la plus-value dans un contexte social où chacun est égal en droit, mais dans lequel les capitalistes, parce qu'ils possèdent les moyens de production, peuvent s'approprier la plus grande partie de la production et du travail des prolétaires. Dès lors que ceux-ci produisent une valeur qui peut être échangée contre de l'argent et mise sur le marché. Tout conflit dont la forme ne pouvait pas être ramené aux deux termes de la lutte des classes était supposé trouver résolution après la prise du pouvoir par le prolétariat. Nous savons qu'historiquement, la théorie de la lutte des classes n'a pas encore prouvé son efficacité, et que le monde est toujours divisé entre capitalistes, les propriétaires des moyens de production, et les prolétaires, ceux qui fournissent le travail et la force de travail, et qui sont les producteurs de la plus-value. La conséquence de l'échec de la classe du prolétariat a changé les relations sociales, où que ce soit, nous a conduit à une impasse. Sur le plan dialectique, le résultat est un gel de la dynamique marxiste, le retour à une pensée métaphysique ainsi qu'une surimpression des termes essentialistes sur les termes qui devaient subir une transformation grâce à la dialectique marxiste. Autrement dit, nous avons toujours affaire à une classe capitaliste et à une classe prolétarienne qui s'opposent, mais, cette fois, tout se passe comme s'ils avaient succombé au charme de la baguette magique de la fée de la Belle au bois dormant. Ils sont là pour rester, saisis par un coup du sort, immobilisés, changés en termes essentialistes, vidés de la relation dynamique qui aurait dû les transformer. Compte tenu de ce qui m'intéresse ici, il n'est pas nécessaire de procéder à un réexamen en profondeur de l'approche marxiste, si ce n'est pour dire que, en ce qui concerne l'équilibre mondial, ce que Marx a appelé les anachronismes du capital, du monde industriel, recouvre une masse de personnes différentes, la moitié de l'humanité, en ce qui concerne les femmes, les colonisés, le tiers-monde, le quart-monde et les paysans dans le monde industrialisé. Au début du XXe siècle, Lénine et Mao ont été confrontés à ce problème avec leurs masses respectives. D'un point de vue lesbien, politique et philosophique, quand on réfléchit à la situation des femmes dans l'histoire, on doit s'interroger sur la dialectique en remontant plus loin que la dialectique hegelienne, en remontant jusqu'à son lieu d'origine, c'est-à-dire que l'on doit revenir à Aristote et à Platon pour saisir comment les catégories d'opposition qui nous ont formé sont nées. Parmi les premiers philosophes grecs, certains étaient matérialistes et tous étaient monistes, c'est-à-dire qu'ils ne percevaient aucune division dans l'être. L'être en tant qu'être était un. Selon Aristote, c'est à l'école pythagoricienne que nous devons l'apparition de la division dans le processus de la pensée et par là même dans la pensée de l'être. Au lieu de penser en termes d'unité, les philosophes ont introduit la dualité dans la pensée et dans le processus du raisonnement. Considérons la première table des contraires que l'histoire nous a fournie est telle qu'elle a été rapportée par Aristote dans La Métaphysique, livre 1, 5, 6. Ici, Monique Wittig oppose deux listes de mots. On a, d'un côté, limité face à illimité, impair et pair. Un, plusieurs, droite, gauche, mâle, femelle, immobilité, mouvement, droit, courbe, lumineux, obscur, bon, mauvais, carré, rectangulaire. Elle ajoute, nous pouvons observer que droite, gauche, mâle, femelle, lumineux, obscur, bon, mauvais, sont des expressions qui relèvent du jugement et de l'évaluation, des concepts esthétiques qui sont étrangers à la série dont je les ai extraits. La première série est une suite de termes techniques, instrumentaux, qui renvoient à la division requise par l'outil pour lequel elle a été créée, pour une sorte d'équerre carré que l'on appelle un gnomon. Pythagore et les membres de son école étant des mathématiciens, leur série est compréhensible. La seconde série est hétérogène à la première. Ainsi, dès qu'ont été créés les précieux outils conceptuels fondés sur la division, les variations, les comparaisons, les différences, ils ont été immédiatement ou presque immédiatement transformés par les successeurs de l'école pythagoricienne en moyen de créer une différenciation métaphysique et morale dans l'être. Il se produit donc avec Aristote un déplacement, un saut dans la compréhension de ces concepts, qu'il a utilisé pour son approche historique de la philosophie, et qu'il a appelé métaphysique. De concepts pratiques, ces concepts sont devenus des concepts abstraits. De termes dont la fonction avait été de séparer, de classifier, de rendre possible la mesure, un travail de génie en soi, ils ont été transférés dans une dimension métaphysique et, très vite, ils ont été complètement dissociés de leur contexte. Mieux encore, les termes évaluatifs et éthiques, droit, mal, lumineux, bon, de la table des contraires, tels qu'ils ont été utilisés dans l'interprétation métaphysique, qu'en font Aristote puis Platon, ont modifié la signification de termes techniques comme 1, par exemple. Tout ce qui est bon
appartient à la série de l'un, en tant qu'être. Tout ce qui est plusieurs, différent, appartient à la série du mauvais, assimilé au non-être, au trouble, à tout ce qui remet en cause ce qui est bon. C'est ainsi que nous avons quitté le domaine de la déduction pour entrer dans le domaine de l'interprétation. Dans le champ dialectique, créé par Platon et Aristote, nous avons donc une série d'oppositions inspirées de la première table mathématique, mais déformée. Ainsi, dans la série de l'un, rare absolu non divisé, la divinité en soi, nous avons mal et le lumineux, qui, depuis lors, n'ont plus jamais été délogés de leur position dominante. Dans les autres séries figurent les fauteurs de troubles, le peuple, les femmes, les esclaves du pauvre entre guillemets, l'obscur, les barbares qui ne peuvent pas distinguer les esclaves des femmes. Tout se réduit aux paramètres du non-être, car l'être est le bien, le masculin le droit, en d'autres termes, ce qui est divin, alors que le non-être est tout le reste, plusieurs, le féminin. Il est synonyme de discorde, d'agitation, il est obscur et mauvais, voire dans la politique d'Aristote. Platon a joué avec les notions de l'un et du même, comme étant Dieu et le bien, et avec la notion de l'autre, qui n'est pas le même que Dieu, qui est le non-être, le mal. C'est ainsi qu'opère la dialectique, sur une série d'oppositions qui ont essentiellement une connotation métaphysique, être et non-être. De notre point de vue, Hegel, avec sa dialectique maître-esclave, ne procède pas très différemment. Marx lui-même, alors qu'il a tenté d'historiciser les oppositions sous forme de conflits, des conflits sociaux, pratiques, est resté prisonnier de la série métaphysique, de la série dialectique. La bourgeoisie est du côté de l'un, de l'être, le prolétariat est du côté de l'autre, du non-être. Ainsi donc, le besoin, la nécessité d'interroger la dialectique consiste pour nous à opérer une dialectisation de la dialectique, à la questionner par rapport à ses termes ou à ses oppositions comme principe, ainsi que dans son fonctionnement. Car si, dans l'histoire de la philosophie, il y eut un saut de la déduction vers l'interprétation et la contradiction, autrement dit, si l'on est passé des catégories mathématiques et instrumentales à des catégories normatives et métaphysiques, ne devons-nous pas y prêter attention ? Ne devrions-nous pas dire que le paradigme auquel appartiennent le féminin, l'obscur, le mauvais, le trouble, s'est également grossi de l'esclave, l'autre, le différent ? Tous les philosophes de notre époque moderne, y compris les linguistes, les psychanalystes, les anthropologues, nous disent que, précisément, sans ces catégories d'opposition, de différence, il est impossible de raisonner ou de penser, ou mieux encore, qu'en dehors d'elles, le sens ne peut prendre forme, que sans elles, il y a une impossibilité de signifier en dehors de la société, dans la sociale. De toute évidence, Marx a eu l'intention d'opérer un renversement de la dialectique de Hegel. L'étape suivante est pour Marx de montrer que les catégories dialectiques telles que l'un et l'autre, le maître et l'esclave, ne sont pas éternelles et qu'elles n'ont rien de métaphysique ou d'essentiel, mais qu'elles doivent être lues et comprises en termes historiques. Par là même, il rétablit d'un geste le lien entre philosophie et politique. Ainsi donc, les catégories que l'on appelle aujourd'hui, de manière pompeuse, les catégories de la différence, et qui relèvent de ce que j'appelle la pensée de la différence, sont pour Marx des catégories de conflit, des catégories de conflit social, supposées se détruire mutuellement au cours de la lutte des classes. Et comme cela doit arriver dans une lutte de ce type, en détruisant ou en abolissant l'un, l'autre doit se détruire, s'abolir, lui-même. Car dès que le prolétariat se constitue en tant que classe économique, il doit se détruire en tant que prolétariat au même titre que la bourgeoisie. Le processus de destruction consiste en un double mouvement. Se détruire soi-même en tant que classe, sinon la bourgeoisie conserve le pouvoir, et se détruire soi-même en tant que catégorie philosophique, la catégorie de l'autre. Car rester mentalement dans la catégorie de l'autre, de l'esclave, signifierait une non-résolution dans les termes de la dialectique marxiste. La résolution tend alors vers une réévaluation philosophique des deux termes du conflit. Aussitôt qu'elle établit le fait qu'il y a une force économique là où il y avait une non-force, du rien, cette force doit se nier elle-même du côté de l'autre, de l'esclave, et doit passer du côté de l'un, le maître, mais seulement dans le but d'abolir les deux ordres et donc de les réconcilier. Ce qui s'est produit dans l'histoire avec toutes les révolutions que nous avons connues est que l'autre, une catégorie d'autres, a pris la place de l'un et a ensuite, sous prétexte de révolution, dominé d'énormes groupes de personnes opprimées, dont le sort est de devenir l'autre des ex-autres. Cela s'est déjà produit, avant Marx, avec la Révolution française, qui n'a pas su très bien traiter la question de l'esclavage
et qui n'a pas traité du tout de la question des femmes, la femme, l'éternel autre. Dialectiser la dialectique revient pour moi à se demander ce qu'il arrivera vraiment à la question de l'humain une fois que toutes les catégories de l'autre seront transférées du côté de l'un, de l'être, du sujet. N'y aura-t-il pas de transformation ? Par exemple, sur le plan du langage, serons-nous capables de conserver des termes comme humanité, humain, homme, homo, ou bien que tous ces termes, dans leur sens abstrait, veuillent d'abord dire l'être humain, sans distinction de sexe ? Est-ce que nous allons garder tous ces termes après que le groupe dominant, les hommes dominant les femmes, se les ait appropriés si longtemps et les a utilisés pour signifier abstraitement et concrètement l'humanité comme étant mal ? Autrement dit, un abus philosophique et politique. Cette transformation nécessaire dont il est question ici, à savoir une opération dialectique, n'a pas été traitée par Marx et Engels. Ils en sont restés, comme toujours avec les révolutions connues, à une substitution. Pour une bonne raison, comme ils ont écrit sur la question avant l'événement de la révolution prolétarienne, ils ne pouvaient pas déterminer ce qui se produirait avant les faits. Pour une mauvaise raison, les porteurs de l'universel, du général, de l'humain, de l'un, sont la classe bourgeoise, voire le manifeste du Parti communiste, le levain de l'histoire, la seule classe capable de dépasser les limites nationales. Pour eux, la classe prolétarienne, bien que classe montante, est restée dans les limbes, une masse fantôme qui a besoin des directives d'un parti, le Parti communiste, dont les membres sont bourgeois pour la plupart, pour subsister et se battre. C'est ainsi qu'a péri notre modèle, le plus parfait de la dialectique, celui de la dialectique matérialiste, parce que les dés étaient pipés. Depuis le début, l'autre est condamné à rester à la place où il se trouve dès le départ dans la relation, c'est-à-dire comme occupant essentiellement la place de l'autre. Dès lors que l'agent qui doit accomplir la transformation de classe, c'est-à-dire détruire les catégories de l'un et de l'autre et les transformer en autre chose, correspond aux paramètres de l'un, c'est-à-dire à la bourgeoisie elle-même, par les cadres du parti. D'après la dialectique marxiste, c'est le rôle de la bourgeoisie, par le truchement de sa fraction révolutionnaire, de s'abolir et de s'anéantir à travers la destruction des classes économiques pour se confondre avec le prolétariat. Est-ce qu'on peut vraiment attendre une telle alternative de la classe bourgeoise au pouvoir, alors même, que les représentants du Parti communiste appartiennent à cette même classe bourgeoise, de même que ses intellectuels ? Cette question dialectique est d'autant plus cruciale quand il s'agit des femmes et des hommes. Elle en est encore à ses premiers balbutiements. Elle est à peine soulevée. Dans la foulée de l'analyse marxiste des classes économiques, et malgré les fulgurantes saisies de ce problème par Engels, malgré toutes les analyses des féministes modernes, il n'y a pas moyen, même par analogie, de décrire le conflit des femmes par rapport aux hommes. Qui est effectivement assez raisonnable pour concevoir qu'il est nécessaire ou qu'il sera nécessaire de détruire les catégories de sexe en tant que telles et d'en finir avec la domination de l'un sur l'autre ? Ce qui ne revient pas à dire substituer les femmes aux hommes, l'autre pour l'un, car il faut penser au-delà de ces catégories. Aujourd'hui, comme autrefois, les hommes sont d'un côté et les femmes de l'autre. Les uns dominent et possèdent tout, y compris les femmes, les autres sont dominés et appropriés. Je crois que, dans une telle situation, au niveau philosophique, et au niveau politique, les femmes ne devraient jamais formuler cette obligation d'être différentes, reléguées à la catégorie de l'autre, comme un droit à la différence. Elles ne devraient jamais s'abandonner à la fierté d'être différentes. Dans l'abstrait, l'humanité, l'homme renvoie à tout le monde, l'autre quel qu'il soit, est inclus. À partir du moment où la possibilité de l'abstraction existe pour les êtres humains, il y a certains faits qui à ce niveau peuvent être clarifiés. En ce qui concerne les paramètres de l'opprimé, il n'est pas nécessaire de suivre le schéma marxiste et d'attendre la victoire finale pour déclarer que les opprimés sont des humains de même que les dominants, que les femmes sont des humains au même titre que les hommes. En quoi avons-nous l'obligation de continuer à accepter une série d'entourloupettes ontologiques, étymologiques et linguistiques sous prétexte que nous n'avons pas le pouvoir ? Les démasquer, dire qu'un homme sur deux est une femme, que l'universel nous appartient même si nous avons été dépossédés et spoliés à ce niveau, de même qu'au niveau politique et économique, fait partie de notre combat. Ici, il est possible que la méthode dialectique que j'ai tant admirée ne nous soit pas d'un grand secours, car abstraitement, dans l'ordre du raisonnement, dans l'ordre du possible et du potentiel, en philosophie, l'autre ne peut pas être essentiellement différent de l'un, c'est le même, pour reprendre ce que Voltaire a appelé la mêmeté, un néologisme qu'il a forgé et qui n'est jamais utilisé en français. Ni la pensée de l'autre, ni la pensée de la différence ne devraient être possibles pour nous
parce que rien de ce qui est humain est étranger. Je pense que nous n'avons pas fini de voir ce que la raison peut pour nous, et je ne veux pas renier mon état d'esprit cartésien, et je me tourne vers les Lumières, vers la première lueur d'entendement que l'histoire nous a donnée. Aujourd'hui, cependant, la raison a été transformée en un représentant de l'ordre, de la domination, du logocentrisme. Selon bon nombre de nos contemporains, le seul salut possible réside dans une exaltation formidable de ce qu'ils appellent l'altérité sous toutes ses formes. Très loin de la raison. Est-ce qu'ils veulent dire à l'intérieur de la folie? Différent et fier de l'être. Les figures de proue des dominants et des dominés ont adopté ce point de vue. Le bien ne doit plus renvoyer aux paramètres de l'un, du masculin, de la lumière, mais aux paramètres de l'autre, du féminin, de l'obscur. Vive la déraison, et qu'ils s'embarquent tous de nouveau sur la nef des fous, qu'ils aillent au carnaval, et ainsi de suite. Jamais l'autre n'a été à ce point magnifié, et autant célébré. Les autres cultures, l'esprit des autres, le cerveau féminin, l'écriture féminine, nous savons tout de l'autre durant ces dernières décennies. Je ne sais pas qui va profiter de cet abandon des opprimés à un courant qui va les rendre de plus en plus impuissants, en ce qu'ils ont perdu la faculté d'être des sujets de leur discours avant même de l'avoir obtenu. Je dirais que nous ne pouvons renoncer qu'à ce que nous avons déjà, et j'aimerais renvoyer les représentants des dominants dos à dos, d'où qu'ils viennent, du parti de l'un ou du parti de l'autre. Naïveté, innocence, absence de doute, la certitude que tout est noir ou blanc, la certitude que lorsque la raison n'est pas souveraine, alors la déraison ou la folie ont le dessus. La croyance selon laquelle là où il y a de l'être, il y a aussi du non-être, une sorte de déchet de l'être, et le plus absurde de tout, le besoin et la nécessité. En réaction à cette évidence et à ces certitudes, de soutenir et de défendre par contraste un droit à la différence, qui, en inversant tout, équivaut au Tweedledum et au Tweedledee de Lewis Carroll, autant de symptômes de ce que j'ai appelé ailleurs, par exaspération, la pensée straight. Les sexes, le genre, la différence entre les sexes, l'homme, la femme, la race, le noir, le blanc, la nature, sont au cœur de cet ensemble de paramètres, et ils ont formé nos concepts, nos lois, nos institutions, notre histoire, nos cultures. Ils pensent avoir réponse à tout, quand ils prennent ce double paramètre pour une métaphore, et ils objectent à notre analyse qu'il existe un ordre symbolique, comme s'ils parlaient d'une autre dimension, qui n'aurait rien à voir avec la domination. Hélas pour nous, l'ordre symbolique participe de la même réalité que l'ordre politique et économique. Il y a un continuum dans leur réalité, un continuum dans lequel l'abstraction agit par force sur le matériel et forme le corps, comme l'esprit, de ceux qu'elle opprime. Fin de la partie 5. Partie 6. Paradigme. Désir. Dans le discours officiel sur la sexualité qu'est devenue la psychanalyse aujourd'hui, le désir est l'instinct entre guillemets qui fait que toute personne, quelle qu'elle soit, désire les rapports hétérosexuels comme seule satisfaction sexuelle et manifestation de la subjectivité possible. L'imaginaire, les rêves, le désir, la volonté, tout concept lié à la subjectivité passe au travers de ce filtre et n'y survit pas. Hétérosexualisés, ces concepts deviennent des véhicules d'oppression. En tant que lesbienne, nous pouvons demander à la société hétérosexuelle « Qu'avez-vous fait de notre désir ?» Du désir en lui-même, un désir de pénis, un désir d'enfant, une caricature. Quelque chose qui est l'opposé du plaisir, l'ennui le plus complet. Que voulez-vous faire de notre désir? Le faire rentrer dans le rang? Avec des lobotomies, des thérapies forcées? Obligé à pratiquer l'hétérosexualité? Avec des rapports sexuels obligatoires? Avec une obligation à la reproduction? Si le désir pouvait se libérer, il n'aurait rien à voir avec le marquage préliminaire par les sexes. L'homosexualité est le désir pour une personne de son propre sexe, mais c'est aussi le désir pour quelque chose d'autre qui n'est pas connoté. Le désir est la résistance à la norme. Différence. La différence fondamentale, toute différence fondamentale, y compris la différence sexuelle entre des catégories d'individus, toute différence qui se constitue en concept d'opposition est une différence d'ordre politique, économique et idéologique. Toutes les catégories qui dissimulent cet ordre politique, économique et idéologique viennent d'une pensée idéaliste qui présente comme naturelles ou résultant d'une volonté divine des différences qui seraient un donné a priori, qui seraient déjà là avant toute sociabilité. La différence entre les hommes et les femmes se base sur ce principe. La différence établie entre l'hétérosexualité et l'homosexualité en dépend également, même si cette différence ne se présente pas de la même manière.
L'argumentation idéaliste consiste à faire de l'hétérosexualité une sexualité naturelle, entre guillemets, et de l'homosexualité une sexualité qui s'oppose à la nature. CF les efforts peu judicieux de certains homosexuels qui cherchent dans la nature la justification de leur sexualité. Gide pour la source. Et dans cette perspective, bien sûr, la différence est donnée comme un a priori, et comme une différence ontologique constitutive. D'une part, cette différence dissimule des oppositions sociales, politiques, économiques, idéologiques. D'autre part, et du point de vue de l'homosexualité, on peut seulement noter que l'hétérosexualité n'est pas naturelle, pas plus qu'elle n'est la seule sexualité, la sexualité universelle. L'hétérosexualité est une construction culturelle qui justifie le système entier de la domination sociale fondée sur la fonction de la reproduction obligatoire pour les femmes et sur l'appropriation de cette reproduction. Femme, féminin sont des termes qui indiquent sémantiquement que la moitié de la population a été exclue de l'humanité. Femme, esclave, femme, créature dominée, femme vouée à la reproduction par obligation, femme mère. Femme comme esclave est un mot, un concept irrécupérable. La réalité femme doit disparaître. De même que la réalité esclave après l'abolition de l'esclavage. De même que la réalité prolétaire après l'abolition des classes et du travail forcé. Dans la mesure où la femme devient réalité pour un individu uniquement en relation avec un individu de la classe opposée, les hommes, et en particulier dans le mariage. Les lesbiennes, parce qu'elles n'entrent pas dans cette catégorie, ne sont pas des femmes. En outre, ce n'est pas en tant que femmes que les lesbiennes sont opprimées, mais bien plutôt parce qu'elles ne sont pas des femmes. Et ce ne sont pas les femmes, victimes de l'hétérosexualité, qu'aiment et désirent les lesbiennes, mais des lesbiennes, des individus qui ne sont pas les femelles des hommes. Et c'est un fantastique malentendu, qui relève de la malhonnêteté politique, que de leur reprocher de refuser leur féminité, de la même manière que l'on reproche aux féministes de ne penser, comme chacun sait qu'à une chose, prendre la place des hommes. La dénomination femme disparaît sans aucun doute, de la même manière que disparaîtra la dénomination homme avec la fin de l'oppression/exploitation des femmes en tant que classe par les hommes en tant que classe. L'humanité doit se trouver un autre nom pour elle-même, et une autre grammaire qui en finirait avec les genres, l'indice linguistique d'opposition politique. Hétérosexualité. Le concept d'hétérosexualité a été créé dans la langue française en 1911. Il correspond à un effort de normalisation de la sexualité dominante, entrepris plus particulièrement par la psychanalyse, en dépit de ses prétentions à être une science révolutionnaire. Ce concept est une rationalisation qui consiste à présenter comme un fait biologique, physique, instinctuel, inhérent à la nature humaine, la confiscation de la reproduction des femmes et de leurs personnes physiques par les hommes, l'échange de biens et des femmes. L'hétérosexualité fait de la différence des sexes une différence naturelle, et non une différence culturelle. L'hétérosexualité n'admet comme normal que la sexualité à finalité reproductive. Tout le reste est perversion, voire dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité de Freud. À quel moment un baiser devient une perversion? Quand il s'écarte du droit chemin, quand il ne remplit plus sa fonction de préliminaire dans le rapport sexuel. Voire, dans le même texte, toute la thèse concernant les stades entre guillemets de la sexualité féminine que Freud veut imposer aux femmes de manière à ce qu'elles puissent remplir leur destin entre guillemets de reproductrices. Voire en particulier le mythe de l'orgasme vaginal dénoncé il y a quelques années par Anne Koedt. K-O-E-D-T. Lesbianisme. La manifestation la plus formelle de la culture lesbienne s'est produite au VIe siècle, avant notre ère, à Lesbos, d'où son nom. Il est difficile de savoir si cette société est une société de résistantes ou si elle a toujours existé en tant que telle. Ce qui reste des textes de Sappho, S-A-P-P-H-O, ainsi que les titres de textes perdus écrits par d'autres poètes de Lesbos ne permettent pas de prouver que cette culture s'est développée contre. Elle se serait plutôt développée en dehors d'elle, coexistant avec elle. On pourrait la nommer culture hétérosexuelle. Je sais qu'il est extrêmement imprudent de jouer avec des hypothèses concernant une époque aussi éloignée. Néanmoins, si l'on analyse l'art crétois de la même époque, il y a toutes les raisons de croire qu'il se passait là, dans ces régions, quelque chose d'inconnu. Ce qui est certain, c'est que les Amazones ont combattu le système de domination naissant. Est-ce en leur hommage que Daémophile, la poète de Lesbos, a écrit son hymne à Artémis? Nous ne le saurons jamais, puisque ce poème épique a brûlé à Alexandrie en même temps que les poèmes de Sappho. Mais il n'y a aucun doute, une guerre a été entreprise contre le lesbianisme. La destruction systématique des textes issus de cette culture, la clandestinité dans laquelle elle a été plongée en atteste.
On doit bien reconnaître que le lesbianisme a dû représenter une menace très grave pour justifier d'une telle persécution. De fait, une oblitération totale, la plus spectaculaire qui ait été entreprise dans l'histoire avec celle des Amazones. Dès la période de l'Empire romain, Ovide met Sappho au pas, et il en fait l'héroïne d'une histoire d'amour hétérosexuel. Il ne pouvait y avoir de pire trahison que d'assimiler le saphisme à ce qui lui était totalement étranger. Quelle est donc cette réelle menace que représentaient les lesbiennes? Elles avaient la preuve vivante que les femmes ne sont pas nées les domestiques naturels des hommes. Mieux encore, elles avaient la preuve que les sociétés non hétérosexuelles sont concevables et qu'il n'existe pas de normes pour la constitution d'une société. Il est tout simplement logique que les femmes homosexuelles voient en Lesbos le modèle unique d'une culture de femmes non dominées, une culture qui existe en dehors du champ social hétérosexuel, où les individus pratiquaient une subjectivité qui n'était en aucune manière marquée par une fonction reproductive supposée spécifiquement féminine. Le plaisir, pour le plaisir, comme l'a fait remarquer Baudelaire, le poète lesbien, est ce qui caractérise cette subjectivité/sexualité. Le lesbianisme est bien plus que l'homosexualité, le concept homologue à celui d'hétérosexualité. Le lesbianisme est bien plus que la sexualité. Le lesbianisme ouvre sur une autre dimension de l'humain, dans la mesure où sa définition ne se fonde pas sur la différence des sexes. Aujourd'hui, les lesbiennes découvrent cette dimension en dehors de ce qui est masculin et féminin. Lesbienne. En tant que lesbienne, nous sommes le produit d'une culture clandestine qui a toujours existé dans l'histoire. Jusqu'au XIXe siècle, Sappho était le seul écrivain de notre littérature qui ne soit pas clandestine. Aujourd'hui, la culture lesbienne est encore en partie clandestine, en partie ouverte, marginale, en tout cas, et complètement méconnue de la culture. Pourtant, c'est une culture internationale avec sa propre littérature, sa propre peinture, sa musique, ses codes de langage, ses codes relationnels et sociaux, ses codes vestimentaires, sa propre manière de fonctionner. De la même manière que les lesbiennes ne sont pas limitées par les frontières nationales. Elles sont issues de toutes les catégories sociales. En dehors du contexte de la lutte féministe, elles constituent déjà un sous-groupe ou une classe criminelle, entre guillemets. Ces individus revendiquent de vivre en dehors de la loi, de leur système de classe, comme l'a écrit T. Grace Atkinson dans Odyssée d'une Amazone. Dans le contexte du mouvement féministe, elles ont développé leurs réseaux internationaux. Elles sont là, présentes dans le champ social, alors que le mouvement féministe est encore en friche, parce que le développement de leur culture et la réalité de leur existence physique sont irréversibles. Politiquement, le féminisme, en tant que phénomène théorique et pratique, inclut le lesbianisme tout en étant dépassé par lui. Sans le féminisme, le lesbianisme comme phénomène politique n'aurait pas existé. La culture lesbienne et la société lesbienne seraient restées aussi secrètes qu'elles l'ont toujours été. Sur le plan théorique, le lesbianisme et le féminisme articulent leurs positions de telle manière que l'un interroge toujours l'autre. Le féminisme rappelle au lesbianisme qu'il doit compter avec son inclusion dans la classe des femmes. Le lesbianisme alerte le féminisme sur sa tendance à traiter de simples catégories physiques comme des essences immuables et déterminantes. Arrêtons-nous ici pour éviter des généralisations abusives et contentons-nous du minimum de base. Le lesbianisme est historiquement la culture grâce à laquelle nous pouvons questionner politiquement la société hétérosexuelle et ses catégories sexuelles, sur la signification de ces institutions de domination en général, et en particulier sur la signification de cette institution de dépendance personnelle qu'est le mariage imposé aux femmes. Sexualité. L'émergence des mouvements de femmes et du mouvement homosexuel, ainsi que leur lutte ont introduit la sexualité dans le champ politique. Comme le mouvement de femmes, les mouvements homosexuels demandent le droit de disposer librement de son corps, de la personne physique, qui fait l'objet d'une appropriation par les institutions politiques des sociétés hétérosexuelles. Tu seras une mère, tu seras un père. Cela explique pourquoi les hommes du Front homosexuel d'action révolutionnaire criaient dans les rues avec les femmes du mouvement de libération des femmes « Nous sommes toutes des avortées ». Les homosexuels en lutte se conçoivent eux-mêmes comme résistants à la norme. Pour nous, la sexualité n'entretient qu'une lointaine relation avec l'hétérosexualité à partir du moment où cette dernière est dominée par sa finalité ultime, la reproduction, et à partir du moment où l'exercice obligatoire de l'hétérosexualité, loin d'avoir comme but l'épanouissement sexuel des individus, assure un contrôle absolu sur leur personne physique. Les homosexuels ont en commun avec les femmes le fait de n'être que sexe. Les homosexuels et les femmes ont été exclus de l'humanité. Néanmoins,
Si, pour la société, l'exercice de la sexualité veut dire rapport sexuel hétérosexuel, nous sommes loin de la sexualité. Nous sommes également loin de comprendre cette fameuse idée de la différence sexuelle sur laquelle se fonde notre oppression. Pour nous, il existe, semble-t-il, non pas un ou deux sexes, mais autant de sexes qu'il y a d'individus, voire Guattari et Deleuze. Même s'ils nous ont enfermés dans un ghetto sexuel, nous n'accordons pas le même type d'importance à la sexualité que les hétérosexuels. Pour nous, la sexualité est un champ de bataille inévitable, dans la mesure où nous voulons sortir de la généralité de l'économie sexuelle qui nous est imposée par l'hétérosexualité dominante. À partir du moment où, pour nous, la sexualité n'a pas d'autre finalité que son exercice, ce doit être par-dessus tout un exercice de subjectivité, qui inclut la recherche du plaisir, et qui ne saurait faire l'objet d'aucune réduction hétérosexuelle. La réflexion sur la sexualité est récente, et elle est marquée de part en part, compte tenu de son inscription historique par les oppressions de classe, hommes-femmes. Une telle réflexion développe ces oppositions dans l'unique but de les normaliser, de les transformer en universaux, produisant par là même une réduction du champ du savoir tout entier. Aujourd'hui, le discours officiel sur la sexualité est le discours de la psychanalyse qui se fonde sur le concept, a priori, et idéaliste de la différence sexuelle, un concept qui participe historiquement du discours général de la domination. Snobisme. Il n'y a pas si longtemps de cela, toute forme de sexualité qui ne relevait pas de la norme s'appelait décadence, et, conséquemment, toutes les formes de résistance à la société hétérosexuelle étaient supposées prouver la décadence du système, l'affaiblissement de la virilité, c'est-à-dire de la domination des femmes par les hommes hétérosexuels. Par exemple, à la fin de l'Empire romain, l'émergence de nouveaux droits pour les femmes et la baisse de la ferveur militaire auraient précipité la chute de l'Empire et les invasions barbares. Et il existe une autre forme bien plus perfide de réaction contre le lesbianisme, celle qui consiste à la dénigrer et à le traiter comme une forme de snobisme. C'est in d'être lesbienne, semble-t-il. C'est mode ou snob. Colette l'a toujours dit. On retrouve cette même méthode de dénigrement de nos jours. C'est à la mode d'avoir au moins une expérience lesbienne pour être libéré, et De toute évidence, personne ne penserait à dire qu'un homosexuel masculin est un homosexuel par pur snobisme. Au contraire, l'homosexualité masculine est souvent considérée avec le plus grand respect. Éternelle et puissante Sodome, disait Colette. C'est que la fascination que les maîtres exercent sur les maîtres est justifiée et même logique, car la manière dont un maître peut être fasciné par et désirer un esclave n'est pas très claire. Et de fait, si l'on en juge par les expressions de désir dont les hommes usent avec les femmes, viol, pornographie, meurtre, violence et humiliation systématiques, ce n'est pas de désir dont il s'agit ici, mais plutôt d'un exercice de domination. Donc, s'il n'y a rien de moins évident en ce qui concerne le désir que le désir d'un homme pour une femme, le désir d'un homme pour un autre homme ne nécessite pas de justification. Au contraire, d'un point de vue hétérosexuel, il est totalement incompréhensible qu'une femme, une créature dominée, doive désirer une autre femme, une créature dominée. Et puis, malgré l'intérêt minimal que procure à une femme la camaraderie, le désir et l'attraction d'une autre femme, comment pourrait-elle faire sans les maîtres, seule capable de lui donner son existence? Et si en plus cette femme est une lesbienne, on dira que c'est parce qu'elle essaie de se rendre intéressante, de choquer, voire de scandaliser. Mais certainement pas parce qu'elle veut se procurer du plaisir. Elle est snob, voilà tout. La meilleure arme de l'hétérosexualité, le déni, la récupération. C'est érotique pour les hommes de voir deux femmes ensemble. Le harem lesbien. Le ridicule. Fin de la 6e partie. 7e partie, le point de vue universel ou particulier. Avant note à La Passion de Djuna Barnes. 1. Qu'il n'y a pas d'écriture féminine doit être dit avant de commencer, et c'est commettre une erreur qu'utiliser et propager cette expression « qu'est-ce féminin » de écriture féminine. Il est là pour la femme. C'est amalgamer donc une pratique avec le mythe de la femme. La femme ne peut pas être associée à l'écriture parce que la femme est une formation imaginaire et pas une réalité concrète. Elle est cette vieille marque au fer rouge de l'ennemi maintenant brandi contre un oripeau retrouvé et conquis de haute lutte. Écriture féminine est la métaphore naturaliste du fait politique brutal de la domination des femmes et comme telle grossit l'appareil sous lequel s'avance la féminité. Différence, spécificité, corps, femelle, nature. Par contiguïté, écriture
est gagné par la métaphore dans écriture féminine, et, de ce fait, manque d'apparaître comme un travail et une production en cours, car écriture et féminine s'associent pour désigner une espèce de production biologique particulière, à la femme, une sécrétion naturelle, à la femme, à la manière de la femme. Ainsi donc, écriture féminine revient à dire que les femmes n'appartiennent pas à l'histoire et que l'écriture n'est pas une production matérielle. La nouvelle féminité, l'écriture féminine, la différence sont le retour de manivelle d'un courant politique engagé très avant dans la remise en question des catégories de sexe, ces deux grands axes de catégorisation pour les philosophies et les sciences humaines. Comme il arrive toujours après que quelque chose de nouveau apparaît, il est immédiatement interprété et tourné en sens contraire. L'écriture féminine, c'est comme les arts ménagers et la cuisine. Une telle spécification ne concerne pas Djuna Barnes. 2. Le genre. Il est l'indice linguistique de l'opposition politique entre les sexes. Genre est ici employé au singulier, car en effet, il n'y a pas de genre. Il n'y en a qu'un. Le féminin. Le masculin n'étant pas un genre. Car le masculin n'est pas le masculin mais le général. Sauf qui fait qu'il y a le général et le féminin. La marque du féminin, c'est ce qui fait dire à Nathalie Sarraute qu'elle ne peut pas utiliser le féminin dans les cas où elle veut généraliser, et non particulariser, ce dont elle écrit. Et puisque l'enjeu de son œuvre, c'est d'abstraire à partir d'une matière concrète, c'est-à-dire de la faire exister en mots, en concept, l'emploi du féminin est souvent impossible car sa seule présence dénature le sens de son entreprise à cause de l'analogie a priori entre le genre, féminin, sexe, nature. Le général, seul donc, est l'abstrait. Le féminin seul est le concret, le sexe dans la langue. Djuna Barnes tente l'expérience et la réussit d'universaliser le féminin. Comme Proust, elle ne fait aucune différence de traitement entre les personnages masculins et féminins, et de retirer à ce genre son odeur de couvée, expression tirée de Baudelaire sur Marceline Desbordes-Valmore. C'est que ce faisant, elle annule les genres en les rendant obsolètes. La prochaine étape consiste à les supprimer. C'est un point de vue de lesbienne. 3. Les signifiés du discours du XIXe siècle ont saturé totalement jusqu'au relâchement la réalité textuelle de notre temps. Alors, le génie du soupçon est venu au monde. Phrase de Nathalie Sarraute dans L'ère du soupçon, Paris, Gallimard 1956. Alors, nous sommes entrés dans l'ère du soupçon. L'homme a reculé à tel point qu'on le reconnaît à peine pour le sujet du discours. On se demande, qu'est-ce que le sujet ? Dans la débâcle générale, qui suit la remise en question du sens, il y a lieu pour une minoritaire, de s'introduire dans le champ de bataille. Privilégié qu'est la littérature, où s'affrontent les tentatives de construction du sujet. Car nous le savons depuis Proust, la recherche littéraire constitue une expérience privilégiée pour faire advenir un sujet au jour. Cette recherche est la pratique subjective ultime, une pratique cognitive du sujet. Après Proust, le sujet n'a plus jamais été le même, car, pour la durée d'à la recherche du temps perdu, il a fait d'homosexuel l'axe de catégorisation à partir duquel universaliser. Historiquement, le sujet minoritaire n'est pas autocentré comme l'est le sujet logocentrique. Son extension dans l'espace pourrait se décrire comme le cercle de Pascal, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Le sujet minoritaire peut se disperser en bien des centres. Il est par force décentré, acentré. C'est ce qui explique l'angle d'approche de Djuna Barnes à son texte, un constant décalage qui fait que quand on la lit, l'effet produit est comparable à ce que j'appelle une perception du coin de l'œil. Le texte agit par effraction. Mot à mot, le texte porte la marque de cet estrangement que Barnes décrit pour chacun de ses personnages. 4. Tout écrivain minoritaire, qui a conscience de l'être, entre dans la littérature à l'oblique, si je puis dire. Les grands problèmes qui occupent les littérateurs, ses contemporains, lui apparaissent de biais et déformés par sa perspective. Les problèmes formels le passionnent, mais il travaillait à cœur et à corps par sa matière, ce qui appelle le nom caché, ce qui n'ose pas dire son nom, ce qu'il retrouve partout bien que ce ne soit jamais écrit. Écrire un texte qui a permis ces thèmes, l'homosexualité, c'est un pari, c'est prendre le risque qu'à tout moment, l'élément formel qu'est le thème surdétermine le sens, accapare tout le sens, contre l'intention de l'auteur, qui veut avant tout créer une œuvre littéraire. Le texte donc, qui accueille un tel thème,
voit une de ses parties prise pour le tout, un des éléments constituants du texte pris pour tout le texte, et le livre devenir un symbole, un manifeste. Quand cela arrive, le texte cesse d'opérer au niveau littéraire. Il est l'objet de déconsidération en ce sens qu'on cesse de le considérer en relation avec les textes équivalents. Cela devient un texte à thème social, et il attire l'attention sur un problème social. Quand cela arrive, un texte, il est détourné de son but premier, qui est de changer la réalité textuelle dans laquelle il s'inscrit. En effet, du fait de son thème, il en est destitué. Il n'y a plus accès. Il en est banni, souvent simplement par la mise au silence, l'épuisement de l'édition. Il ne peut plus opérer comme texte par rapport à d'autres textes passés ou contemporains. Il n'intéresse plus que les homosexuels. Pris comme symbole ou adopté par un groupe politique, le texte perd sa polysémie. Il devient univoque. Cette perte de sens et le manque de prise sur la réalité textuelle empêchent le texte d'accomplir la seule opération politique qu'il puisse accomplir, introduire dans le tissu textuel du temps, par la voie de la littérature, ce qui lui tient à corps. C'est pourquoi, sans doute, Djuna Barnes redoute que les lesbiennes fassent d'elle leur écrivain, et ce faisant, réduire son œuvre à une dimension. En tout état de cause, et même si Djuna Barnes est lue d'abord et massivement par les lesbiennes, il ne faut pas la destituer et la tirer dans notre minorité. Non seulement ce n'est pas lui rendre service, mais ce n'est pas nous rendre service. Car là où l'œuvre de Barnes peut le mieux opérer, et pour elle et pour nous, c'est dans la littérature. 5. Il est des textes qui, à la fois par leur mode d'apparition et la façon dont ils s'inscrivent dans la réalité littéraire, ont la plus grande importance stratégique. Il en va ainsi de toute œuvre de Barnes, qui de ce point de vue, fonctionne comme un texte unique. Car entre Rider, Ladies' Almanac, Spillway, Knighthood, il y a des correspondances et des permutations. Unique, le texte de Barnes l'est aussi, en ce sens qu'il est le premier de sa sorte, et qu'il dénote comme une bombe là où il n'y a rien avant lui. C'est ainsi qu'il lui faut mot à mot se créer son propre contexte, travaillant, œuvrant, avec rien contre tout. Un texte écrit par un écrivain minoritaire n'est efficace que s'il réussit à rendre universel le point de vue minoritaire, que s'il est un texte littéraire important. À la recherche du temps perdu est un monument de la littérature française, bien que l'homosexualité soit le thème du livre. L'œuvre de Barnes est une œuvre littéraire importante, bien que son thème majeur soit le lesbianisme. D'une part, le travail de ces deux écrivains a transformé, comme il se doit, pour tout travail important, la réalité textuelle de leur temps. Mais en tant que minoritaires, leurs textes ont aussi à charge, et le font, de changer l'angle de catégorisation touchant à la réalité sociologique de leur groupe. Ne serait-ce simplement que l'affirmation à l'existence. Combien d'homosexuels ou de lesbiennes ont été, avant eux, pris pour thème de la littérature en général? Qu'y a-t-il en littérature entre Sappho et Ladies' Almanac de Barnes? Rien. 6. Le contexte unique de Djuna Barnes, suivant l'angle minoritaire, est Proust, à qui elle se réfère dans Ladies' Almanac. Djuna Barnes elle-même est notre Proust, et non pas Gertrude Stein. Une différente sorte de traitement a été départie cependant à l'œuvre de Proust et à l'œuvre de Barnes. Celle de Proust, triomphant de plus en plus jusqu'à être maintenant un classique, l'autre, celle de Barnes, apparaissant par éclairs puis disparaissant. L'œuvre de Barnes est mal connue, mais connue en France, mais aussi aux États-Unis. On peut dire que stratégiquement, Barnes est néanmoins plus importante que Proust, et, comme telle, sans cesse menacée de disparition. Sappho de même a disparu, Platon non. On voit bien quel est l'enjeu, et quel est le nom caché, le nom de Djuna Barnes, elle-même à bord. Sodome est puissant et éternel, disait Colette. Gomorre n'existe pas. Le Gomorre de Ladies' Almanac, de Knighthood, de Cassation et de la Grande Malade est un démenti éclatant aux dénégations de Colette, car ce qui est écrit est « Lève haut la poutre du toit, charpentier, car voici qu'entre dans la maison l'Aède lesbien, s'élevant au-dessus des autres parmi les concurrents étrangers. » Citation dans Sappho, fragment, traduit par T. Reinach, Paris, Les Belles Lettres 1960, livre 9, page 110-111. Cette Aède-là a généralement une rude bataille à mener, car elle doit pied à pied, et mot à mot, se créer son contexte dans un monde qui, aussitôt qu'elle apparaît, met tous ses efforts à la faire disparaître. La bataille est rude, car elle doit se mener sur deux fronts.
au niveau formel, avec les éléments en cause à ce moment de l'histoire littéraire, au niveau conceptuel, contre le cela va de soi de la pensée straight. 7. Il nous faut dans un monde où nous n'existons que passé sous silence, au propre dans la réalité sociale comme au figuré dans les livres, il nous faut donc, que cela nous plaise ou non, nous constituer nous-mêmes, sortir comme de nulle part, être nos propres légendes dans notre vie même, nous faire nous-mêmes êtres de chair aussi abstraits que des caractères de livres ou des images peintes. C'est pourquoi il nous faut, à l'époque où les héros sont passés de mode, devenir des héroïnes dans la réalité, et pis que dans les livres. C'est pourquoi à l'époque où il s'opère une énorme poussée pour évacuer le sens des pratiques de langage, il nous faut insister du côté du sens, et par le sarcasme et l'ironie, rendre manifeste ce qui tire à U et à Dia. Je rajoute en note à la lecture que l'expression signifie faire U pour faire avancer une bête, et Dia pour dire à gauche, signifiant que l'on va devoir aller dans deux directions différentes à la fois. Jonah Barnes est, dans Spillway, un maître du sarcasme et de l'ironie accessible pour le lecteur à travers l'angle de vision, le point de vue donné d'entrée de jeu dans la scène de séduction de la dame par Katia, une très jeune fille. Elle, les femmes l'écoutent, mais sa sœur, les hommes la regardent, bouger entre parenthèses. Et donc, elle s'est mise à bouger, tout autrement. Elle passait son temps à gigoter, les jambes en l'air, à déchirer des mouchoirs, et Katia lui demandait pourquoi elle faisait tout ça. Ah, quelle excellente question. Car oui, pourquoi fait-on tout ça? Les héros dans les livres et les héros dans la réalité. Pourquoi font-ils l'homme? Mais surtout pourquoi font-ils la femme? Et pourquoi d'une façon générale, personne ne remarque que faire la femme, c'est, comme un animal bien dressé, se livrer à des gesticulations réglées d'avance, différentes suivant les époques, voire, à ce propos, la gesticulation de Moïdia, M-O-Y-D-I-A. Un code, un langage de gestes qui ne répète qu'une seule chose. Oui, pourquoi? 8. Le langage pour un écrivain est un matériau spécial, comparé à celui des peintres ou des musiciens, puisqu'il sert d'abord à toute autre chose qu'à faire de l'art et trouver des formes. Il sert à tout le monde, tout le temps. Il sert à parler et à communiquer. C'est un matériau spécial parce qu'il est le lieu, le moyen, le médium, où s'opère et se fait jour le sens. Mais le sens dérobe le langage à la vue. Et, en effet, le langage est constamment, comme la lettre volée du conte de Poe, là, à l'évidence, mais totalement invisible. Car on ne voit, on n'entend que le sens. Le sens n'est donc pas du langage? Oui, il est du langage, mais sous sa forme visible et matérielle. Le langage est forme. Le langage est l'être. Le sens, lui, n'est pas visible, et, comme tel, paraît comme hors du langage. Il est quelquefois confondu avec le référent, quand on parle de contenu. En fait, le sens est bien dans le langage, mais il ne s'y voit pas, car il est son abstraction. Et c'est donc un comble que pourtant dans la pratique courante du langage, on ne voit et n'entende que lui. C'est que l'utilisation du langage est une opération très abstraite, où, à tout moment dans la production du sens, sa forme disparaît. En effet, le langage en se formant se perd dans le sens propre. Il ne peut réapparaître abstraitement qu'en se redoublant, en formant un sens figuré. C'est le travail des écrivains donc de s'intéresser à la lettre, au concret, au visible du langage, à sa forme matérielle. Dès que le langage a été perçu comme matériau, il a été travaillé mot à mot par les écrivains. Ce travail à ras des mots de la lettre réactive les mots dans leur disposition et à son tour confère au sens son plein sens. Dans la pratique, et dans le meilleur des cas, ce travail fait apparaître plutôt qu'un sens, une polysémie. Jonah Barnes, dans La Passion, a travaillé mot à mot et créé un corps dur et pourtant fuyant, cru et sophistiqué, prolixe en sens multiples, mais qui se dérobe. Fin de la partie 7.